Question sur la programmation, enregistrement fait lors du mois d'octobre de l'année 2024. En fait, il y a plusieurs jours, j'ai reçu un message sur YouTube qui comportait une question de la part d'un auditeur. Donc, je vais lire son message et par la suite, dans les prochaines minutes, je vais le commenter. Donc, c'est un message qui vient de Joe Pro. Alors, je te salue si tu m'écoutes à présent. Donc, il m'avait écrit « Allô David, je me pose une question. Qui programme notre programmation? Peut-être que ma question est délicate à répondre, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Car on ne sait pas, est-ce une fabulation de penser qu'on a une programmation? Comment fait-on pour savoir cela? Je te remercie. » En fait, la programmation est un sujet délicat. Parce que je suis d'avis que la programmation que nous vivons dans notre existence est en relation avec une multitude de facteurs. Il y a en nous, en tant qu'esprit, qui nous programme à un certain niveau sur le plan vibratoire. Mais il y a aussi la génétique de notre corps biologique qui nous programme. Par exemple, on peut être programmé pour aimer le sucre en lien avec notre biologie, parce qu'autrefois, nos ancêtres étaient confrontés à des situations de famine ou de carence nutritionnelle dans le passé, ce qui fait que les corps biologiques sont programmés pour aimer le sucre dans l'optique de faire des réserves de nourriture, alors que dans le passé, le contexte de vie des êtres humains n'était pas propice à ça. On peut être programmé aussi sur le plan biologique à sécréter l'hormone du cortisol quand on a peur. Ensuite, il y a la programmation qui vient des influences de l'éducation, de nos parents, des gens de notre environnement, donc les enseignants à l'école, qui vont nous programmer avec certaines idées, certains concepts dans le mental. Donc, il y a, c'est sûr, la propagande sur le plan politique. Ensuite, il y a la publicité, les médias. Il y a le fait d'écouter des programmes à la télévision qui nous programment à penser d'une certaine façon parce qu'à travers les programmes, on va véhiculer des valeurs, des croyances. Donc, on peut être programmé, par exemple, pour croire à l'existence de changements climatiques qui sont générés fondamentalement par l'être humain. Que la solution pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'acheter massivement des autos électriques, etc. Donc, l'être humain est le fruit d'une carrefour d'une grande quantité d'influences. Donc, lui posait une question qui programme notre programmation. En fait, le qui ne s'applique pas tout le temps parce que des fois, c'est des êtres humains. Prenons par exemple un enfant qui est programmé par ses parents à parler en français parce que ses parents parlent en français et l'enfant, par mimétisme comportemental, en relation aussi avec l'activation des cellules miroirs dans son cerveau, va avoir tendance à reproduire le comportement qu'il observe et aussi les mots qu'il va entendre de la part des parents. Je parle de ce phénomène-là, entre autres, parce que j'ai une jeune fille donc qui a plus d'1 an et elle prononce des mots, maman, papa. Puis avec le temps, ça s'est élargi, mamie, etc., main, différents mots au contact de ma compagne et moi. Donc, c'est sûr que c'est intéressant comme expérience parce qu'au fil des jours, la quantité de son vocabulaire augmente. Donc, à quelque part, on participe à la programmer à utiliser certains termes en français qu'elle va prononcer à voix haute. Ça, c'est un niveau de programmation. En fait, le qui programme a une réalité en relation avec des êtres humains qui vont programmer d'autres êtres humains. Sauf que le point que je veux faire, c'est que la notion de programmation est extrêmement vaste et l'être humain peut être programmé par des réalités qui n'ont pas une dimension égotique, n'ont pas une dimension personnelle comme des êtres humains. Prenons par exemple un être humain qui va être programmé par le soleil. À ce moment-là, il n'y a pas une intentionnalité du soleil d'y envoyer nécessairement des rayons
Dans le fond, il va être influencé par le soleil, dans le sens que si, par exemple, un être humain reçoit des rayons du soleil sur lui, puis il commence à avoir chaud à la peau commence à rougir et que la personne est incommodée par la peau, bon, c'est sûr qu'elle va se déplacer d'un endroit qui est ensoleillé. Est-ce qu'on peut dire que la personne est programmée par le soleil sur le plan d'une individualité qu'on attribuerait au soleil? Non, c'est tout simplement un phénomène biologique. Prenons par exemple un être humain qui a froid. Donc, l'environnement, par exemple, d'hiver ici au Québec va faire en sorte que un être humain va avoir la chair de poule lorsqu'il va avoir froid. Il va, dans le fond, ça va avoir une incidence par rapport à son corps biologique, mais le fait que l'être humain a froid, c'est pas une intention d'un individu qui engendre ça. Donc, il y a des nuances. Il y a des programmations qui sont en relation avec des principes de la physique qui s'appliquent d'une manière automatisée. Prenons par exemple la loi de la gravité universelle qui fait en sorte que la plus petite masse va être attirée par la plus grosse masse. Donc, il y a des lois qui s'opèrent sans qu'il y ait une intentionnalité de conscience. Mais il y a des lois aussi qui s'opèrent en relation avec une intensité de conscience. Puis, si on regarde des lois qui s'opèrent d'une manière automatique, bien, dans l'optique du dessin intelligent, c'est-à-dire que d'une conscience qui va générer le plan physique, le plan biologique, en mettant en place des programmes, des logiciels, puis à un moment donné, bien, les logiciels fonctionnent par eux-mêmes. Mais tout ça, c'est complexe parce que la programmation est en relation, dans un certain cas, qu'un programmateur qui agit d'une manière active. Mais dans d'autres cas, c'est de l'ordre d'automatismes, mais qui ont déjà été générés par le passé par une conscience. C'est sûr que moi, en tant qu'individu, je pars du principe que le plan manifeste est en relation avec une autre réalité non manifeste qui l'a généré. Et qu'à la base, c'est la conscience qui s'auto-génère. Ensuite, la conscience va générer le plan biologique avec certaines programmations, certains paramètres qui vont permettre la vie, ainsi de suite. Mais dans le fond, pour ce qui est de la programmation, là, il disait, est-ce une fabulation de penser qu'on a une programmation? Ben, en fait, je dirais non. Non, il y a des programmations que je pense que ça fait quand même consensus scientifique, même auprès de gens qui sont athées, qui n'en ont rien à foutre des discours sur la conscience immatérialiste ou de l'existence d'un univers par-delà le physique. Donc, quelqu'un qui est matérialiste va dire qu'il y a une programmation qui s'opère sur le plan biologique en fonction de l'hérédité. Donc, en fonction de comment les gènes, par exemple, des parents qui ont été transmis à l'enfant, vont avoir une incidence sur ses prédispositions, par exemple, à développer certains problèmes de santé plutôt que d'autres. À ce moment-là, de dire qu'une programmation, non, il n'y a pas de fabulation là-dedans. Par contre, ce qui est sujet à interprétation, c'est que l'être humain peut avoir une incidence sur sa programmation, des fois oui, des fois non sur certaines choses. Donc, il y a un principe par rapport à la physique quantique, à le fait que le fait d'observer quelque chose agit dessus. Bon, ben si on l'appuie sur la dimension biologique, donc, par rapport à ça, ce qui va arriver, c'est le fait, par exemple, que l'être humain observe son corps biologique ou qu'il se comporte d'une certaine façon. Va avoir une incidence. On va parler de l'épigénétique, c'est-à-dire que comment que, par exemple, l'individu avec ses attitudes, ses comportements, sa manière d'être, donc sa subjectivité, va moduler par la suite l'expression de ces gènes. Donc, au lieu d'avoir une vision d'un déterminisme linéaire, c'est-à-dire que la personne, sur le plan biologique, est constituée de gènes et que de dire que, bon, si quelqu'un
a, par exemple, une hérédité qui le prédispose à développer le diabète à l'âge adulte en relation avec ses ancêtres, que c'est nécessairement une fatalité, alors que quelqu'un qui est ouvert à l'idée de l'existence de l'épigénétique va dire que la manière que la personne a de vivre, son mode de vie, qui va acquérir de son vivant, va avoir une incidence sur la dimension innée, le génétique, et à ce moment-là, ça peut moduler l'expression de certains gènes et faire la distinction entre quelqu'un qui développe une maladie ou pas. En relation avec ça, je vous dirais que je suis d'avis que la subjectivité d'une personne peut modifier l'expression de son bagage génétique par rapport au fait que de mon vivant, mon père est décédé à l'âge de 45 ans et il y avait un frère jumeau d'ailleurs qui est toujours en vie, qui a passé l'âge vénérable de 70 ans. Et les deux personnes, dans le fond, c'est pas clair si ce sont des jumeaux identiques ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un des deux qui est mort d'un cancer de l'intestin à 45 ans, c'est-à-dire mon père, puis l'autre, son jumeau, il est toujours vivant en date d'aujourd'hui. Alors que s'il y avait eu tout simplement la même programmation génétique en relation avec le fait qu'ils ont le même héritage génétique en ayant les mêmes parents, ce qui aurait arrivé, c'est que les deux jumeaux seraient morts à la même âge. Alors que c'est pas le cas. Ce qui a pu moduler l'expression des gènes, c'est que, dans le fond, le jumeau de mon père, lui, il avait plus de sens de l'humour, entre autres. Il était moins austère, tandis que mon père était plus austère. C'est un homme rigide, qui était très exigeant, perfectionniste. Donc, il prenait pas nécessairement la vie en rien. Donc, la façon de composer avec l'existence, ce qu'on va appeler la résilience, pas une incidence sur la modulation de l'expression d'une programmation génétique. Donc, l'individu, par rapport à sa manière d'être, va programmer sa génétique, mais aussi la dimension physique peut programmer sa conscience à un certain niveau, parce que tout est interrelié. Donc, j'en ai une vision multidimensionnelle. Et j'ai une vision aussi dans laquelle l'individu va être programmé, par exemple, par l'astrologie, donc par rapport à l'influence des planètes. L'être humain, on le voit, peut être influencé par rapport à différents éléments comme la météo, comme la Lune aussi. Donc, on a le phénomène des marées qui va être influencé par la proximité ou non de la Lune à l'égard de la Terre. Et je suis de l'avis que l'être humain est influencé et programmé, consciemment ou inconsciemment, par une multitude de forces. Donc, c'est sûr que pour moi, l'être humain, c'est un tissu de programmation quand j'en parle, là. Puis comment savoir, par rapport à si, dans le fond, l'idée de programmation est une fabulation ou pas? En fait, c'est en faisant des recherches, des études, des observations honnêtes aussi sur la réalité qu'on peut percevoir. Donc, puis des fois aussi, c'est subtil parce que la personne peut se programmer à croire certaines choses et ça a une incidence sur sa vie. L'un des très beaux exemples à l'égard de ça, c'est l'effet placebo. Donc, quelqu'un croit qu'un médicament est actif alors qu'il n'y a aucun agent actif dedans. Et la personne, après avoir pris le médicament, qu'en réalité, ça pouvait être une pilule tout simplement remplie de sucre, elle va se mettre à se sentir mieux. Donc, il y a l'effet aussi nocebo. Quelqu'un croit qu'il va faire une overdose en prenant des médicaments, sauf que la personne prend des médicaments qui n'ont aucun agent actif et elle a les impacts sur le plan biologique de quelqu'un qui fait une overdose, elle ne se sent pas bien, etc., alors qu'il n'y a aucun agent actif qui pourrait l'amener objectivement à se sentir mal. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que l'esprit a une incidence sur la dimension physique, la dimension matérielle. Il y a une dimension d'autoprogrammation que la personne peut utiliser à son avantage. On va parler, entre autres, de l'autosuggestion, qui peut avoir une incidence sur sa vie, sur la codification et l'expression de ses gènes. Donc, ça peut servir à faire un travail au niveau de moduler l'expression des gènes, donc avoir une incidence épigénétique. Il y a plusieurs choses là. C'est sûr que
moi, en tant que personne, en tant qu'individu, je suis de l'avis que l'être humain a tout intérêt à s'auto-programmer à son avantage. Donc, tirer la couverte de son côté, si on peut dire, dans le sens que une personne qui passe son temps à se répéter dans sa tête qui est pas beau, qui est pas fin, qui est pas intelligent, qui est pas capable, bon ben, c'est une façon de nourrir en lui le syndrome de l'impuissance acquise. Et c'est très malsain parce que ça amène la personne à pas passer à l'action, à rien faire puis à rester dans son coin. Alors que la personne peut se coder autrement, c'est-à-dire la personne peut, par exemple, dans le fond, prendre la vie en ayant l'idée qu'elle est capable d'accomplir des choses pour mobiliser son potentialité, pour se mettre en puissance aussi. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que la personne surévalue ses capacités, mais c'est inintelligent de les sous-évaluer non plus. Donc, tout ça, c'est particulier. Mais le point, c'est que quelqu'un peut bénir sa santé. Donc, André Moreau, le philosophe jovialiste, l'a fait pendant longtemps. Il y a des gens qui ont trouvé ça ridicule de bénir sa santé, bénir différents aspects de sa vie, que ce soit son intelligence, sa forme physique, bénir son centre de gravité permanent. Bon, mais ce philosophe-là, il est toujours vivant au moment où on se parle. Il y avait une bénédiction, si je ne me trompe pas, de bénir sa santé et sa sécurité dans tous les lieux où il se trouve. Et ainsi de suite. Bon, ben, André Moreau, au moment où je vous parle, est rendu à l'âge de 83 ans. Il est toujours lucide. Puis, je connais des gens qui ont passé cet âge-là, puis sont ramassés avec son prix, avec des problèmes de santé incapacitants qui font en sorte qu'ils ne sont plus en mesure d'être capables de prendre la parole, puis avoir un discours élaboré, continu, fluide, sur un sujet. Donc, malheureusement, mais c'est sûr, ça dépend des gens. Mais je suis de l'avis que la personne peut s'auto-programmer à un certain niveau par sa subjectivité. Comme moi, consciemment, je vise à m'auto-programmer pour être en santé, pour être heureux, pour être intelligent, en bonne forme physique, avoir un centre de gravité permanent qui me permet d'intégrer les chocs auxquels je suis exposé dans le quotidien, avoir de la vivacité d'esprit, avoir le sens de la répartie aussi. Donc, on peut s'auto-programmer pour plusieurs choses. Et ça, c'est un élément intéressant. Par contre, il peut y avoir aussi la dimension occulte de l'esprit qui nous programme. Probablement que Joe Puro, quand il m'a écrit, j'imagine qu'il avait ça en tête, c'est-à-dire l'esprit qui peut nous programmer. En fait, ça c'est subtil puis c'est complexe. Parce que il y a des programmations, depuis tantôt que je parle de programmation à différents niveaux, mais il y a une programmation vibratoire qui peut s'opérer au sein d'individus qui sont marqués pour vivre le processus de la fusion. La conscience qui détermine si l'individu va vivre ou non le processus de la fusion, c'est pas la conscience égoïque, c'est une conscience qui existe par-delà l'ego et qui existe avant l'ego subjectif, réflectif, qui va interpréter les informations, les formes, mais qui peut être doté d'une sensibilité qui lui permet d'intégrer la vibration de la dimension impersonnelle de son être qui existe dans le non-manifeste et qui est préalable à son existence sur le plan physique. Donc, l'individu peut être programmé pour avoir accès à une parole vibratoire, une conscience vibratoire et diffuser de l'information à caractère vibratoire sur le plan physique, sur le plan biologique, pour amener des phénomènes d'activation énergétique, donc être à effet psychique pour les individus qui vont écouter ces enregistrements, entre autres. Donc, quelqu'un peut être programmé pour parvenir à la conscience vibratoire, puis en même temps, il y a des forces qui peuvent vouloir s'opposer à ça, puis le programmer à rester ou à le retarder dans un état de conscience involutive associé au plan astral. Il peut y avoir une dualité entre différentes forces qui vont chercher à amener l'individu dans une direction, au même titre qu'un peuple ou un pays peut vivre une dualité entre différentes superpuissances qui vont chercher à l'influencer
dans une direction plutôt qu'un autre en fonction d'agenda. Donc, d'un côté, on peut avoir, par exemple, pendant la période qu'on a dite de guerre froide, il y avait derrière les Nord-Coréens, l'URSS avec la Russie, donc le bloc de l'Est, et derrière les Sud-Coréens, le bloc de l'Ouest à travers les États-Unis. Donc, les États-Unis n'affrontaient pas directement la Russie, mais par pays interposés lors de la période dite de la guerre froide entre ces deux superpuissances. Il y a eu des affrontements qui se sont faits indirectement à travers des peuples qui ont été tiraillés entre ces deux superpuissances. Donc, c'est la même chose pour la psyché de l'individu qui peut être tiraillé en différentes superpuissances. Il y a la puissance de l'esprit, puis il y a la puissance de l'astral. Chacune de ces puissances cherche à influencer l'individu. Et éventuellement, lorsque l'individu fusionne avec l'esprit, il ne subit plus la programmation de l'esprit, mais il est un avec l'esprit. C'est-à-dire que, étant harmonisé en conscience avec l'esprit, il devient ce qu'on appelle le programmateur, de par la conscience créative qui a une potentialité de générer des nouvelles programmations, de nouvelles formes qui codent les individus, qui codent de l'information, un peu comme un programmeur informatique. Dans le domaine informatique, vous avez des gens qui vont saisir à l'ordinateur des équations mathématiques avec des lignes de code pour programmer, par exemple, l'exécution d'un logiciel. L'individu conscient, il est un peu comme un programmateur informatique. Donc, au lieu d'utiliser des logiciels qui sont programmés par d'autres personnes, il peut générer des nouveaux logiciels, des nouvelles interfaces web aussi, en développant à travers la codification des nouvelles formes qui peuvent être de plus en plus sophistiquées, à un point tel qu'à un moment donné, il développe des algorithmes qui donnent place à ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle avec la capacité de faire ce qu'on va dire du deep learning, de l'apprentissage profond. Donc, des formes qui sont capables d'intégrer des formes de plus en plus sophistiquées, de s'en nourrir, de s'en alimenter, pour être capable de générer avec de plus en plus de précision, d'exactitude, des réponses à des questions que des gens peuvent se poser en utilisant un assistant vocal ou en utilisant un logiciel dans lequel ils vont saisir la question et avoir, au fil du temps, des réponses de plus en plus précises. Donc, il y a des individus animés qui programment des objets inanimés, des ordinateurs, et les ordinateurs sont utilisés par d'autres personnes, ou devrais-je dire les sites web associés à des ordinateurs qui ont été programmés par des êtres humains sont visualisés par d'autres êtres humains un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, c'est la machine qui programme l'être humain, mais à la base, la machine a été programmée par l'être humain. Donc, l'être humain, à la base, a été programmé par l'esprit. L'être humain, en étant en contact avec l'esprit, il y a eu des idées qui ont été infusées dans le mental, qui ont donné place à générer des formes. Et avec le temps, les formes sont devenues de plus en plus sophistiquées, au point tel que l'être humain a généré ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle qui va générer une multitude de formes. Donc, avec le temps. Donc, il génère des formes qui génèrent des formes. Et à ce moment-là, l'être humain peut être programmé par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas un qui subjectif, parce que son activité est le fruit de l'activation d'algorithmes de plus en plus sophistiqués, c'est-à-dire des équations mathématiques. Donc, l'intelligence artificielle est fruit d'un programme, mais a un potentiel de progression immense par rapport à la population, en ce sens que l'angle, la manière de présenter des réponses à des questions va orienter la réflexion ou la pensée d'individus. Donc, ça peut servir d'outil de propagande. Donc, si l'intelligence artificielle est régie par une idéologie, par exemple, qui vise à amener les gens à adopter certaines valeurs, ça va les programmer à donner du sens à ces valeurs-là. Et ça va être, par exemple, de dire, on va développer une intelligence artificielle qui va respecter les valeurs du mouvement LGBTQ+. Et par la suite, à chaque fois que quelqu'un pose une question, bien, la réponse va toujours aller dans un sens
qui ne va pas à l'encontre de ses valeurs. Donc, il va être favorable à l'ouverture, l'inclusion, pour respecter les valeurs qui ont été programmées dans la manière de répondre d'une intelligence artificielle. Donc, ça va loin. Mais quand on regarde le fondamental, il faut faire attention quand on pose la question du qui programme. Parce qu'à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il y ait une intelligence subjective, sauf qu'on peut vivre une déception en réalisant qu'il peut y avoir derrière des programmations des principes physiques bébêtes comme la loi de la gravité auquel je faisais allusion tantôt, mais il peut aussi avoir des principes de nature impersonnelle qui sont actifs, qui vont activer le mental d'individu bien qu'il ne l'a pas choisi, qu'il ne l'a pas voulu. Donc, l'être humain, dans un certain sens, subit un lot de programmation qui lui échappe. Donc, c'est sûr qu'il faut être conscient de ça. Mais on peut être conscient aussi que l'être humain a un pouvoir immense de programmer sa vie, de par sa subjectivité, de par sa volonté, par exemple, de se faire hypnotiser par une autre personne. Ça va avoir une incidence sur sa vie, dans le sens que si quelqu'un dit « je vais aller rencontrer aujourd'hui un hypnotiseur qui va me permettre d'arrêter de fumer par des suggestions », bon, ben, si la personne est ouverte aux suggestions, parce qu'il faut qu'il participe à ça, en plus d'y être exposé, c'est possible que dans les jours qui suivent, il arrête de fumer, tout dépendant de sa réceptivité aux suggestions. Mais si l'être humain a choisi d'être exposé à ça, c'est très différent de se faire imposer ça sans qu'il l'ait voulu. Donc, à ce moment-là, ben, il peut, dans un sens, s'auto-programmer. Bien entendu, la marge de manœuvre de l'être humain par rapport à la dimension physique est limitée, elle n'est pas absolue. Mais c'est important quand même de la prendre en considération. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui en relation avec la notion de programmation. Donc, voilà ce qui était au programme de cette capsule audio. Donc, je vous remercie de votre écoute et attendez une minute. Je suis en train de finir, mais je vais amener ça plus loin. Ça va vous surprendre, hein? Là, j'ai sorti mon crayon, je fais mes barres. Je vais demander à l'esprit, à ma dimension impersonnelle, qui me programme à un certain niveau, parce que l'esprit m'infuse des idées dans le mental. À un moment donné, je peux avoir l'idée dans le mental à 2 heures du matin de faire un enregistrement à sa programmation, ou à 2 heures de l'après-midi, ça dépend. Mais je vais poser des questions à l'esprit, ça va être plus intéressant que juste aborder le sujet d'une manière personnelle ou avec des notions plus psychologiques. Je vais poser la question à l'esprit par rapport à la programmation. Donc, je demande à l'esprit. Pourquoi programmez-vous l'individu? Ce que ça me répond, c'est pour me déployer à travers lui. Je pose la question à l'esprit. Quel est ton but? Être pleinement sur tous les plans, dont le plan physique, et être pleinement à travers toi. Est-ce qu'il y a une dualité ou une division entre nous deux? Ce que ça répond, c'est que la division n'existe que dans ton mental subjectif et réflectif. Lorsque tu ne réfléchis pas, nous sommes à l'unisson. Nous sommes un. En réalité, nous sommes toujours un. Comme le philosophe jovialiste, c'est pas pire ça me pop dans le mental, c'est ce qui émerge. Vous l'avez déjà dit, il n'y a pas de séparation sur le plan absolu. Donc, il n'y a pas de séparation absolue entre la dimension impersonnelle de l'individu et la dimension manifeste. C'est un continuum énergétique qui s'exprime à travers le plan physique. Ce qui me vient en tête, c'est l'image. L'image d'un soleil qui a des ramifications dans différentes réalités.
Une des réalités, c'est moi. L'image d'un soleil avec des tentacules, puis une des tentacules va dans le plan physique de la dimension spatio-temporelle de l'époque présente, puis c'est moi, mais un autre tentacule, ben, c'est un autre être humain en parallèle. D'ailleurs, on va parler d'existence de vie parallèle. Je pose la question à l'esprit, est-ce que vous vivez simultanément dans plusieurs époques, dans plusieurs temporalités? La réponse c'est oui. Ce que ça me dit, c'est que je suis infini. Je pose la question à l'esprit, pourquoi générez-vous des programmations pour qu'il y ait quelque chose au programme de mon existence? Pour que j'active des éléments qui me permettent d'être à travers des schémas de réalité. Je pose la question, pourquoi vouloir être à travers des schémas de réalité? Réponse, pour m'explorer. Je suis un aspect de la manifestation. Hey, c'est pas pire, ça me dit ça. Ce que ça me dit, c'est que je suis un aspect de la manifestation de l'esprit sur le plan physique qui est en relation avec un volet de la conscience qui s'explore à travers moi en tant qu'être manifeste. Là, ce que ça me dit, c'est qu'au moment de la mort de mon corps physique, l'impression de dualité entre moi et l'esprit va être rompue, car en fait, nous sommes le même être et le même continuum énergétique. La dualité est vécue entre autres en relation avec l'attachement de ma conscience à la forme de mon corps physique biologique. Mais si la conscience est plus attachée à la forme physique et biologique qu'elle anime, la conscience reprend son état d'unité préexistante à celui du corps physique et biologique qui est le lieu de son expression temporaire. Pourquoi la conscience a besoin d'un corps physique et biologique pour se connaître à travers l'espace-temps? Parce que si la conscience est à l'état pur, c'est de l'énergie sans polarisation à travers la forme, et c'est à travers la forme qui crée des phénomènes de polarisation, de polarité, des programmes, que l'être peut se connaître à travers le manifeste, en tant qu'ego. Sans la forme physique et l'espace et le temps, sans ces paramètres, on ne peut pas parler d'être ici-là. Ce qui me vient en tête, c'est un peu comme dans la dimension physique. Si vous n'observez pas des particules, elles sont des probabilités. Elles ne sont pas là à un endroit spécifique plutôt qu'un autre. Elles sont partout en même temps en tant que potentialité. Mais si vous regardez un endroit, vous voyez un objet défini comme par exemple une table. Mais si vous ne regardez pas la table, les particules subatomiques élémentaires qui constituent la table sont des probabilités. L'esprit non manifeste en dehors du temps et de l'espace n'est pas assujetti à un lieu spécifique. Ce qui me vient en tête, c'est une présence non localisée. Si je pose la question à l'esprit, c'est quoi le but de la vie? C'est d'être pleinement. Là, si je dis à l'esprit, ben pourquoi que je souffre des programmations? Parce que ça me répond du tac au tac, c'est parce que vous les réfléchissez. Tant que vous réfléchissez les programmations, vous essayez de les comprendre intellectuellement, vous n'y arrivez pas. Et cette incompréhension vous fait souffrir. Mais si vous vivez tout simplement à l'unisson avec moi, ce problème-là d'incompréhension n'est plus une souffrance. Vous êtes dans un état de présence vibratoire énergétique. Vous êtes dans l'état d'unité. Mais l'état d'unité ne se comprend pas sur le plan psychologique et vous devez l'accepter.
L'unité vous permet d'avoir accès à un continuum de réalité et à un savoir que vous n'auriez pas accès autrement. Pendant que je vous parle, je veux une espèce, en tant qu'ego qui observe le phénomène, je veux une espèce de tas de transe à un certain niveau. Les états de transe sont intéressants parfois à explorer parce que ça nous met en contact avec des idées qu'on ne réfléchit pas habituellement ou qu'on n'aborde pas. Mais dans l'unité avec l'esprit, c'est là que l'énergie, c'est là qu'est également la vie. La vie qui est par-delà la forme et qui continue à exister au-delà de la forme, car avant l'existence du plan physique, l'esprit existe, pendant et après. Lorsque, dans le fond, il y aura la fin du plan manifeste, donc l'esprit va continuer à exister. Lorsqu'il y aura ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers en relation avec des réactions en chaîne finies, l'esprit va continuer à exister. Parce que sur le plan de l'univers, prenons par exemple les particules d'hydrogène en lien avec le Soleil, lorsqu'elles auront fini de fusionner, il y aura la mort thermique du Soleil. Et le Soleil, il y en a d'autres dans l'univers, il va y avoir des morts thermiques de différents soleils, mais éventuellement, il y aura d'autres réactions en lien avec la dimension physique. Puis derrière la relation, les dimensions physiques ou les particules subatomiques qui précèdent l'existence, par exemple, de la chaleur en relation avec la fusion d'atomes d'hydrogène qui fusionnent dans le Soleil et qui génèrent de la chaleur qui permet par la suite de générer la vie sur la Terre, le phénomène de la photosynthèse par rapport aux plantes, et ainsi de suite. Derrière ces programmes, il y a l'esprit. L'esprit qui se divise en éléments, mais qui peut se rassembler aussi. Donc, il peut se disperser, mais il peut se refusionner. L'esprit est partout. L'esprit est le phénomène énergétique derrière les particules, les particules subatomiques, et ainsi de suite. C'est l'énergie qui est à la base de tout. Ultimement, il n'existe qu'une seule chose dans l'univers, l'esprit, la conscience. Et là, moi, en tant qu'ego qui observe ce propos, je dis, parfait, tirons profit de l'existence de l'esprit en agissant sur la réalité, parce qu'on est en interrelation avec tout. Les gens qui ont déjà vécu dans le passé, mais qui vivent dans un temps parallèle au nôtre, puis les gens qui vivront aussi dans le futur. Et là, c'est mon ego qui embarque, parce que c'est sûr qu'en tant qu'ego, j'ai un instinct de survie en relation avec ma programmation biologique qui veut se perpétrer dans le temps. En tant qu'ego, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir accès à l'abondance financière, au bonheur, au confort relationnel, à l'intelligence, à la santé optimale. Puis là, moi, je vais bénir ou faire une intention de conscience. Et comme je ne suis pas séparé du tout, tout a de l'incidence sur le tout en tout temps. Ce qui fait en sorte qu'une personne par une incidence sur une autre à distance, mais la même personne par une incidence sur les particules subatomiques qui composent son corps physique. Ce que certains vont parler en lien avec ça de capacité de s'auto-coder. L'être humain est à l'image du tout, c'est auto-généré, et l'être humain est un tout qui peut s'auto-générer, dans le sens que l'individu en tant que tel est composé de plein d'atomes subatomiques. C'est comme un univers en réalité, dans un certain sens. Puis moi, en tant qu'individu qui perçoit ça, je vais me coder à mon avantage. Ça, c'est ma dimension égoïque. Mais si je parle avec l'esprit, il dit, des fois, vous voulez vous coder à votre avantage, sauf que ce n'est pas dans votre avantage évolutif ou objectif, ce qui fait en sorte que nous sommes obligés de vous imposer des programmations malgré vous. Car tant que vous êtes sous influence astrale, vous n'avez pas la maturité de fonctionner à l'unisson avec nous d'une manière intégrale et adéquate, ce qui fait que vos comportements manquent d'ajustement par rapport à notre perspective qui est davantage multidimensionnelle que la vôtre. Tant que vous fonctionnez à partir de l'intellect illimité et limitatif,
Vous êtes à l'image d'un cheval qui fonctionne avec des œillères et qui n'a pas la capacité de regarder adéquatement les angles morts ou sur les côtés. Vous ne voyez pas tout. Vous faites des erreurs qui vous échappent car manque de compréhension multidimensionnelle et c'est normal. Tant que vous œuvrez à partir d'un plan physique, vous êtes limité. Tant que vous êtes limité, ce que vous faites a des limites. Par contre, ce que ça me dit, c'est que l'esprit va agir pour faire des correctifs évolutifs par rapport à des formes qui manquent d'ajustement. Et l'être humain qui se conscientise devra laisser circuler en lui l'énergie de l'esprit qui crée des ajustements. Mais en même temps, moi, en tant qu'ego qui observe ça, des fois, j'ai le goût de bouder l'esprit parce que dans mon ego, je ne suis pas nécessairement totalement ou tout le temps d'accord avec l'esprit, ce que ça me dit intérieurement. Mais si je suis honnête et transparent, je suis obligé de le considérer, de l'évaluer tout au moins. Vivre avec l'esprit, c'est pas évident parce que ça amène l'ego à accepter qu'il n'est pas aux commandes totales de sa vie. Ça le sort de l'illusion qu'il contrôle tout, ou qu'il peut contrôler tout, ou que c'est intelligent d'aspirer à vouloir tout contrôler. Le but de l'esprit, c'est de circuler à travers l'ego, à travers l'univers, à travers les mondes. C'est de s'exprimer aussi. L'ego peut donner de la place à l'esprit pour qu'il s'exprime à travers lui, à travers le phénomène de la parole vibratoire. La parole qui n'est pas le produit de la réflexion, du mémoriel, mais de l'impulsion vibratoire que l'ego peut accepter, capter lorsque ça émerge en lui, mais c'est pas lui qui le décide lorsque ça émerge. C'est une imposition énergétique qui est faite à l'ego, qui fait qu'il peut être programmé malgré lui pour diffuser du matériel vibratoire sans l'avoir choisi ou décidé par lui-même, d'une manière réflective ou en fonction d'un désir ou d'une subjectivité quelconque. L'être humain est ce qui est parce qu'il est le carrefour de différentes influences, puis il va être assujetti malgré lui à des influences qui l'échappent ou qui sont plus vastes que sa conscience, comme la conscience d'esprit entre autres, qui manipule l'ego. Dans un sens, pour le faire évoluer, pour l'ajuster énergétiquement, pour l'optimiser, à fonction d'un agenda, que si l'ego le réfléchit sous impulsion et influence astrale, peut lui faire peur, car implique des sorties de zone de confort. Or, l'ego a tendance à aimer le confort, à devenir inertique s'il vit tout simplement dans ses pantoufles avec une certaine forme de fixité qui le sécurise dans une routine, dans une dimension d'un rapport conventionnel à la vie. Mais l'esprit n'a rien de conventionnel, c'est de l'énergie qui se manifeste. Dans certains cas, les manifestations de l'énergie de l'esprit vont aller dans le sens de l'ego, d'autres non. Mais le but de l'esprit, c'est de circuler. Et ce sera toujours ça. Si l'ego fait trop obstacle à l'esprit, ça va le précipiter dans un état de déchéance physique, psychologique, émotionnelle. Ça fait partie des lois de l'énergie et de l'évolution. C'est comme si une plante coupée de sa lumière va se mettre à dépérir. Elle va se mettre les feuilles vont se mettre à tomber. Elle ne sera pas alimentée. Une plante coupée aussi de la chaleur, elle va geler. C'est la même chose. L'être humain coupé de l'esprit va dépérir. Sa condition va se dégrader. Il ne peut pas être coupé éternellement de l'esprit, car ça représente son déclin, sa chute dans la déchéance. C'est sûr que l'être humain aura intérêt à être à l'écoute de l'esprit. Donc, dans un sens, de composer avec la programmation qui lui est imposée par une dimension impersonnelle de lui-même qui existe par-delà le temps et l'espace et de la temporalité. L'être humain doit laisser émerger l'éternité dans sa vie par-delà
le rapport au temps linéaire. Ben, c'est ce que certaines personnes diraient, ben, laisser émerger l'absolu au cœur du relatif. Donc, l'esprit ou la conscience, c'est ça. C'est l'absolu, c'est la totalité de ce qui est en termes d'éléments générateurs d'une présence, d'un déploiement qui génère des choses. Avec une directionnalité, une finalité qui peut échapper à l'ego. Mais lorsque l'ego est à l'unisson avec l'esprit, il ne se pose plus des questions par rapport à ça. Il est tout simplement un avec le tout, en vivant avec le tout, sans esprit de réflexion, mais tout simplement en étant en présence, avec la présence qui se présente à lui. Bon, je fais quasiment des jeux de mots en lien avec ça, là, quand je regarde ce que je dis, puis je me réfléchis. Mais bon, si j'essaie de conclure l'enregistrement en lien avec le concept, l'idée de programmation, c'est ce qui est au programme de l'enregistrement d'aujourd'hui. Si je pose la question à l'esprit, pourquoi que l'être humain est programmé par multiples éléments? Ce que ça me répond, c'est qu'il ne pourrait pas en être autrement. L'être humain est dynamisé par des programmations où il est arrêté. Les programmations vont réguler son comportement, son rapport. Sans programmation, le corps biologique n'existe pas. Donc, l'être humain doit accepter la programmation. Beaucoup de personnes vont dire, ben moi, il faut que je sorte de la matrice, il faut que je sois libre de la programmation. Or, l'être humain peut être programmé à se rebeller contre la programmation au nom d'une fausse émancipation psychique ou psychologique. En réalité, derrière ça, c'est une façon de résister à ce qui est. L'être humain doit accepter ce qui est au programme de sa vie. Ça ne veut pas dire de se soumettre à des programmations qui n'ont pas d'allure, mais c'est d'être en présence à ce qui est et à ce qui se présente. Est-ce que l'être humain peut programmer sa vie? Certainement. Il y a une incidence sur ce qui est au programme de sa vie en fonction de ses actions qui crée des programmes puis des boucles sans fin. C'est comme une action qui entraîne une autre action, qui entraîne une autre réaction à l'action, et ainsi de suite. Le tout influence le tout le temps, mais ce que l'être humain doit réaliser, c'est que par-delà le tout de ce qu'il peut percevoir avec ses yeux et ses sens sur le plan physique, il y a une dimension du tout qui est la totalité, qui est sur le plan psychique qui existe, qui fait interférence sur sa vie, son existence, sa finitude. L'être humain doit être capable de composer avec le fait qu'il y a une dimension de la réalité qui lui échappe, qui lui échappera toujours. Une perspective d'une conscience psychologique, réflexive, analytique. Le principe d'intégration de l'intelligence pour l'être humain, c'est de composer intelligemment avec les programmations qui ne peuvent pas changer et qui est appelé à vivre. Il doit accepter que si il est mis en vibration d'agir d'une certaine façon, ben c'est ce qu'il y a à agir. Il n'y a pas à se casser la tête avec ça. Donc, sinon, c'est vrai, je vais finir. Je vais conclure, mais en tant qu'ego qui se réfléchit, qui observe ce qu'il fait, j'aime ça aller comme plus loin dans l'exploration du sujet que ce qui a été déjà fait dans d'autres capsules du passé. Bon, si je vois en tant qu'individu avec le rôle de la programmation, est-ce que l'être humain, éventuellement, en se développant dans le temps, va être capable d'être un programmeur, qui génère des programmations? Ben, la réponse est déjà faite. On le voit sur le plan informatique. D'ailleurs, il y a une profession qui s'appelle programmeur informatique. Mais est-ce que l'être humain va être capable d'aller plus loin dans la codification d'idées, d'informations? La réponse, c'est oui. Mais il va aller plus loin parce qu'il est mis en vibration puis il est programmé pour aller plus loin. C'est subtil. Mais s'il pense que ça vient de lui, la pensée, il est manipulé. Il est programmé malgré lui à croire que ça vient de lui, la pensée, pour se soumettre à des programmes qui, dans certains cas, vont le desservir si c'est des programmes astrales. Disons que la personne se réfléchit par rapport à elle-même puis elle se dit « Ah, j'ai-tu été correct aujourd'hui de dire ça ou pas? » Si la personne
elle a cette idée-là dans le mental, elle pense que c'est elle qui pense, puis elle vibre un état de culpabilité parce qu'elle dit « Ouais, avec telle personne, il me semble que j'ai été trop direct, j'ai trop été bête, j'ai pas été correct. » Bon, mais si elle réfléchit qu'elle n'a pas été correcte puis elle pense que ça vient d'elle, ben elle va souffrir. Tandis que si elle constate qu'elle peut avoir une façon plus ajustée de parler à un autre, mais qu'elle ne réfléchissait pas ça, ben elle a de l'énergie à ce moment-là disponible pour faire autre chose. Puis elle va être plus à être dans le présent, dans le ici maintenant, pour être disponible, pour communier à l'essence intarissable de son esprit, c'est-à-dire d'elle-même sa dimension impersonnelle. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. C'est ce qui était au programme, donc, comme mentionné tantôt, pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.